Deuxième enquête, la durée de vie de l'électroménager est-elle programmée? Tout vit vachement moins longtemps et c'est une honte. C'est, je vais dire, 2/3 moins bon qu'à l'époque. Des enquêtes le prouvent, en quelques décennies, la durée de vie des frigos ou autres téléviseurs a fortement baissé. Aujourd'hui, les appareils cassent plus vite et en plus, on ne les répare plus. On gonfle le prix de la réparation pour pousser à acheter nouveau. C'est sûr, je suis presque sûr que c'est comme ça que ça se passe chez beaucoup de constructeurs. Mais... Et nous sommes toujours au supermarché, plus pour parler du prix des produits, mais bien pour parler de leur durée de vie. Les machines à laver de nos grands-mères résistaient mieux à l'usure que les machines actuelles. Ce n'est pas simplement une idée reçue, c'est un fait. Les frigos, aspirateurs ou téléviseurs tombent de plus en plus vite en panne. Souvent, c'est tout simplement parce que certaines marques délaissent la qualité au profit de prix planchers. Mais dans d'autres situations, il semble bien que la mort prématurée de quelques produits soit tout simplement organisée dans le seul but de vendre plus. Alors, électroménager, une durée de vie programmée, c'est une enquête de Gérald Vandenberg et Guillaume Volner. Tout vit vachement moins longtemps et c'est une honte. Ils ne tiennent pas le coup très longtemps, je trouve. Enfin, bien moins longtemps que dans le temps. Je me rappelle déjà par rapport aux appareils qu'avaient par exemple mes parents, il y avait une durée de vie beaucoup plus longue que ce qu'on avait maintenant, quoi. Depuis des années, la même idée se répand dans la tête de tous les consommateurs. Les objets qu'ils achètent vivent moins longtemps. Évidemment, ce n'est qu'une impression, un sentiment, mais c'est en tout cas ce que tout le monde pense. Est-ce qu'on a le choix? Bon, on fait avec. C'est la loi de la consommation, hein. Je crois qu'ils sont, comment on appelle ça, programmés pour un certain temps. Ces objets tombent-ils en panne plus vite par hasard ou est-ce une volonté des fabricants? Font-ils tout pour qu'on puisse au moins les réparer? Est-ce légal de programmer un objet pour mourir? Nous allons tenter de faire la différence entre le mythe et la réalité. Pour évaluer la durée de vie des objets de la vie de tous les jours, rien ne vaut un test grandeur nature. Cette télévision est en panne, elle affiche seulement une demi-image. Nous l'emmenons chez un des plus anciens marchands de télévision de Bruxelles. Bonjour. C'est pour une réparation? Ma télé est en panne. Ça doit être probablement l'inverteur qui doit être défectueux. Et ça tombe souvent en panne. On a souvent c'est une panne assez régulière dans toutes les marques, que ce soit dans toutes les marques. C'est pas une marque bien spécifique, c'est dans toutes les marques. Une panne courante, présente dans toutes les marques. Étonnant lorsque l'on sait que cette télé a été achetée plus de 1 500 € il y a 3 ans à peine. Mais notre surprise ne s'arrête pas là. Il faudrait près de 300 € pour la réparer. Un appareil neuf coûte à peine 600 €. Notre télé est bonne à jeter. À mon sens, il faudrait quand même en général, que les fabricants augmentent sérieusement leur fiabilité, à mon sens. Parce que nous sommes l'intermédiaire entre vous et le fabricant, et nous sommes les boucs émissaires. On nous tombe dessus quand vous n'êtes pas content. Et pourtant, dans ces rayons, il y a peu d'appareils bas de gamme. Les Stellemans ne jouent pas les prix cassés. Les grandes surfaces sont imbattables sur ce terrain-là. Ils jouent plutôt la durée de vie. C'est un de leurs arguments de vente favoris. Malheureusement, ils sont bien obligés de l'avouer. Dans leurs rayons aussi, la durée de vie a diminué, y compris pour des marques haut de gamme à l'excellente réputation. Par exemple, sur la vaisselle-ci, la finition du produit, la cuve est en plastique. Et regardez la porte, si on bouge un tout petit peu, la charnière est beaucoup moins solide. Donc les produits sont vraiment beaucoup plus légers. Pourtant, c'est une très bonne marque. Ces propos sont osés dans la bouche d'un marchand d'électroménager. Mais Pierre Stellemans est dans le métier depuis 45 ans. Tout cela explique son franc-parler. La fiabilité des machines par rapport aux années 66 et tout, c'est, je vais dire, 2/3 moins bon qu'à l'époque. 2/3 moins bon? Oui, absolument. Parce que disons qu'avant, vous payiez une machine très chère, mais elle durait minimum 15 ans. Maintenant, ce qui arrive comme phénomène, c'est qu'au bout de 4-5 ans, on remplace la machine à laver. 4-5 ans? 4-5 ans.
Est-ce que vous pensez que les fabricants sont conscients qu'ils mettent sur le marché des produits qui durent beaucoup moins longtemps? Ils le savent très bien. C'est garanti. Pourquoi les fabricants jouent-ils la qualité à la baisse? Pourquoi la durée de vie des appareils électroménagers diminue-t-elle? Pourquoi les plus grandes marques prennent-elles le risque de décevoir leurs clients? Nous avons tenté de trouver les réponses auprès d'une spécialiste à Paris. Elle a travaillé 10 ans pour Que Choisir, l'équivalent de Testachat en France. Marie-France Corr, ingénieure de formation, y coordonnait les essais de produits. Alors aujourd'hui, on a un modèle économique qui est basé sur le renouvellement des achats. On le voit, la plupart des marchés sont saturés. Par exemple, aujourd'hui en France, tout le monde a un réfrigérateur, ou en Europe, tout le monde a un réfrigérateur, tout le monde a un lave-linge. Donc ce qui va maintenir ces marchés sont des achats de renouvellement. Pour pouvoir maintenir cette machine économique, il faut donc que les consommateurs renouvellent leurs achats. Ça c'est vrai pour pratiquement tous les produits de consommation aujourd'hui, puisqu'on est suréquipé. Selon plusieurs associations de consommateurs européens, la durée de vie des électroménagers serait passée de 10 à 12 ans à 9 ans. Donnons quelques exemples. Les machines à laver auraient vu leur durée de vie ramenée de 12 ans à 9 ans. Pour les frigos, même baisse. On serait descendu de 10 à 12 ans jusqu'à 8 ans. Quant aux télévisions, c'est la chute la plus forte. Elles vivaient en moyenne de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, elles meurent souvent après 5 ans. Ces diminutions voulues de la durée de vie portent un nom complexe, l'obsolescence programmée. Quelques dessins nous aideront à mieux comprendre. Monsieur Bruno est un industriel ambitieux. Dans son usine, il construit tout ce qu'il faut pour équiper la maison. Ces machines sont belles et solides. Elles ont un succès fou. On s'arrache ses frigos, ses machines à laver et ses lave-vaisselle. Mais Monsieur Bruno veut encore vendre plus, toujours plus. Monsieur Bruno a une idée. Pour que les clients reviennent lui acheter une machine plus vite, il décide d'insérer dans ses machines un compte à rebours. Dorénavant, au bout d'un temps programmé par Monsieur Bruno, ces machines ne fonctionnent plus. C'est la panne. Les clients n'ont pas le choix, ils doivent revenir chez lui acheter de nouvelles machines. Depuis ce jour, Monsieur Bruno vend plus, toujours plus. Comment les industriels s'y prennent-ils pour faire diminuer la durée de vie? Depuis combien de temps cette mort prématurée des objets se développe-t-elle? Et surtout, qui utilise ces méthodes qui précipitent plus rapidement nos appareils sur ces tas de déchets? Pour le savoir, nous nous rendons en Allemagne, chez un des plus grands fabricants d'électroménagers au monde. C'est la seule de toutes les firmes que nous avons contactées qui accepte de nous recevoir. Le grand patron nous reçoit dans son musée à l'intérieur de l'usine. On y raconte l'histoire de l'entreprise. C'est une des premières machines fabriquées par Karl Miele. C'est une baratte, une machine à faire du beurre. 2 ans plus tard, il a appliqué le même principe à une cuve en bois avec une pièce mobile à l'intérieur. C'est devenu la première machine à laver de Miele. Et on peut y voir notre devise, toujours meilleure, qui signifie que la qualité est toujours supérieure à celle des concurrents. Cet exposé un peu décalé nous permet de comprendre pourquoi Miele a accepté de nous recevoir. La durée de vie est son argument de vente depuis toujours et justifie ses prix plus élevés. C'est une décision qui n'a pas été prise par moi, mais par les générations précédentes. Ils disaient qu'il ne fallait pas changer les électroménagers trop souvent. Normalement, on ne les change que lorsqu'ils sont cassés. Ils cherchaient la qualité, qu'on n'ait pas de problème avec leurs appareils. Ils voulaient qu'ils tiennent 20 ans et nous tenons toujours à ces 20 ans. Vous connaissez l'expression obsolescence programmée? Vous jouez ce jeu? Non, je dirais que nous jouons le jeu de la qualité. Et qu'en est-il des autres firmes? Jouent-elles ce jeu?
Certaines le font, oui. Certaines y jouent sur le marché. Le grand patron de Miele confirme que de nombreux fabricants jouent la mort précipitée des objets. Mais comment s'y prennent-ils? Comment calculent-ils la durée de vie? Quelles pièces affaiblissent-ils pour la réduire? Cet homme connaît les recettes. Il y a 3 ans, il était encore ingénieur chez un grand fabricant européen. Il participait aux tests permettant de calculer la durée de vie. Donc concrètement, on fait tourner des machines en boucle, des cycles de lavage les plus stressants, à haute température, les plus longs, 24 heures sur 24, sur 7 mois. Donc en gros, on tombe sur 2000-2500 cycles de lavage vérifiés pendant 7 mois avant la mise en route. Ce qui va s'user, c'est plutôt les parties intérieures, les parties plastiques, le moteur notamment, la courroie de transmission entre le moteur et le tambour. Quand le calcul a bien été fait, ce sont en principe des parties de la machine à laver qui doivent arriver à fin de vie ou tomber en panne au même moment pour bien faire. Cette lente diminution de la durée de vie est donc répandue dans le monde des appareils électroménagers. Mais ce n'est pas le seul secteur concerné. D'autres objets de notre vie quotidienne, bien éloignés de l'électroménager, sont aussi touchés. La durée de vie y a diminué fortement depuis très très longtemps. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. La chaîne de télévision Arte vient de diffuser un documentaire sur l'histoire de l'obsolescence programmée. On y parle d'un produit dont les ingénieurs américains ont rogné la durée de vie pour en vendre plus. Il s'agit des bas nylons. Nous contactons la journaliste par vidéoconférence. Les mêmes ingénieurs américains qui ont mis au point des bas résistants ont dû faire machine arrière. Et ils sont retournés dans leur labo pour trouver des formules qui fragilisaient les bas. Ils ont utilisé leur savoir-faire et leur talent pour aller à l'encontre de ce en quoi ils croyaient. Certains jeunes ingénieurs disaient « c'est le futur, cela créera beaucoup d'emplois », mais d'autres répondaient « on ne peut pas faire cela, ça signerait notre perte, ce n'est pas ça l'Amérique ». C'est contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est la voix des jeunes ingénieurs qui s'est imposée. Cette publicité des années 50 va nous aider à mieux comprendre. Quand on parlait solidité à l'époque, on ne faisait pas dans le détail. Aujourd'hui, la même expérience donne un résultat, disons, un peu différent. Le résultat est parlant et amusant, mais le fond du dossier est bien plus sérieux. La fabrication de collants, c'est sans doute le secteur où on a poussé le plus loin la diminution de la durée de vie. Nous, un produit, c'est 3 ans, eux, c'est 3 secondes. Cet homme dirige une des dernières usines de collants de France. Chez Perrin, on tisse des bas depuis 88 ans. On s'efforce d'en fabriquer qui tiennent le plus longtemps possible. Ils sont plus chers, évidemment, de 20 à 30 €, mais ils résistent une année sans problème. Quand un collant n'est pas solide, c'est pas par hasard. Non, c'est calculé. C'est stratégiquement calculé. Il n'y a pas de hasard. Depuis le début, la création du produit, la matière première utilisée, chez le filateur, la teinture, tout est calculé au millimètre. Chez Berthe au Grand-Pied, on sait donc comment faire des bas longue durée. Et on sait aussi pourquoi les autres veulent qu'ils filent le plus vite possible. Ils font le choix, du coup, ils font un choix financier uniquement. Voilà, c'est une autre philosophie de produit. On fait un choix de consommation, de grande consommation. Il faut que le produit ne dure pas. L'objectif, c'est qu'il dure la journée. Voilà. La journée? Oui. La journée. Pourquoi un objectif si court, une journée? Pour qu'elle en rachète un le lendemain. Tout simplement. C'est une démarche uniquement financière. Uniquement financière, le consommateur, on n'y pense pas. Face à ces milliers d'objets dont la durée de vie est soigneusement programmée par les fabricants, le consommateur n'est pas tout à fait désarmé. Après tout, il peut choisir de les faire réparer. C'est du simple bon sens. Mais dans la réalité, c'est loin d'être aussi simple. Nous partons en Suisse, à Lausanne, dans un véritable temple de la réparation.
Ces techniciens pourraient être qualifiés de plus grands acharnés de la réparation de toute l'Europe. Ces dernières années, leur tâche s'est lourdement compliquée. Ils estiment que les fabricants jouent de moins en moins le jeu. Alors la bonne combine, on l'a été créée à peu près il y a 30 ans. Et puis si on l'a créée, c'est parce qu'en fait nous ça nous révoltait un petit peu que tous ces appareils électriques soient jetés, qu'il n'y ait pas de solution pour les faire réparer. Alors on voulait prouver que c'était possible de le faire, de faire une entreprise qui répare des appareils et qui fonctionne, qui tourne, qui soit viable. Pour juger de la facilité de réparer, partons de 3 objets de la vie quotidienne. Voici un fer à repasser vapeur. La panne est simple et classique, il est plein de calcaire. Il faut remplacer plusieurs pièces. Pour les fers simples, c'est déjà après une année ou 2 ans, c'est pas facile à trouver. Qu'est-ce que font les gens alors? Ils achètent un autre parce que c'est moins cher. Pas de pièces, ce fer à repasser ne sera pas réparé. Deuxième exemple, cette machine à expresso. Elle ne produit plus d'eau bouillante. Plusieurs soudures sont défectueuses. Vous voyez, celui-là, il a des résines qui sont intérieures. Oui. Et puis là, je peux rien faire. Vous ne savez rien faire là, vous ne pouvez pas y aller. Je peux pas accéder. C'est impossible d'accéder parce que le moment quand vous voyez les résines, si vous voulez accéder là-dedans, vous voyez, on abîme les pièces, on n'arrive pas. Vous voyez, on abîme carrément la pièce. Ben oui, vous ne pouvez pas. Mais et quand vous parlez avec les fabricants, ils vous disent qu'ils font ça pour ne pas que vous répariez? Non. Non, c'est logique, personne ne vous dira ça. La panne est inaccessible, cette machine à expresso ne sera pas réparée. Troisième exemple, cet ordinateur portable. Il a 2 ans et demi, la carte graphique vient de lâcher. Il y en a pour 700 € de pièces et main d'œuvre. Alors, est-ce que cet ordinateur-là est techniquement, je parle bien, techniquement réparable? Oui. Et est-ce que vous pensez qu'on va le réparer? Honnêtement, non. Et comment est-ce qu'on explique que ces pièces soient aussi chères? Parce qu'en général, à la fabrication, ce n'est pas un coût très élevé. Ça, c'est une question qu'il faudrait retourner, je pense, aux fabricants, parce que là, j'ai vraiment pas une réponse. Donc on gonfle le prix de la réparation pour pousser à acheter nouveau? C'est sûr, je suis presque sûr que c'est comme ça que ça se passe chez beaucoup de constructeurs, mais... Pièce trop chère, cet ordinateur ne sera pas réparé. Ça vous dérange? Beaucoup. Pourquoi? Vu mon expérience et l'âge que j'ai dans la réparation, il y a des choses que je trouve quand même un peu dommage de pas, par exemple pour un appareil de marque, de pas pouvoir être réparé. Parce que quand on achète un appareil de marque, n'importe quelle personne, n'importe quel client, il s'attend à avoir du matériel premièrement de qualité, fiable, et puis si éventuellement il y a un problème, qu'on puisse le réparer. Mais c'est un peu révoltant, mais seulement c'est impossible de faire marche arrière, malheureusement. En fait, empêcher toute réparation est le complément idéal de la réduction de la durée de vie d'un appareil. L'un ne va pas sans l'autre, et les fabricants ne s'en privent pas. Que peut faire le consommateur pour éviter tout cela? Comment éviter les objets programmés pour mourir le plus vite possible? Et surtout, comment les repérer? On peut évidemment acheter des objets haut de gamme, signés Miele ou Berthe au grand pied. Mais ces produits sont chers et tout le monde ne pourra pas se les payer. Cet homme avance une autre solution, qui elle ne coûtera rien aux consommateurs. Il est en train de rédiger une loi qui, si elle est votée, imposerait aux magasins d'afficher la durée de vie de tous les objets qu'ils vendent. Vous parlez là carrément d'un étiquetage nouveau, en quelque sorte. D'un étiquetage qui dit, bien voilà, par exemple, cette machine à laver, elle est faite pour fonctionner 18 000 cycles, par exemple. Ce GSM est fait pour fonctionner 1 an, 2 ans. La batterie est faite pour fonctionner 6 mois, 1 an. Qu'au moins le consommateur puisse voir sur le produit, sur son emballage, sur le site internet qui présente le produit, etc., puisse voir cette information qui est quand même cruciale. Ceci dit, cette solution ne marchera pas pour tout. D'autres techniques existent pour diminuer la durée de vie des objets. Et là, une simple étiquette ne changera rien.
GSM est un des plus chers et des plus célèbres au monde. Il offre des services à nul autre pareil. Mais son fabricant a mis au point une méthode subtile pour limiter sa durée de vie. Pour mieux comprendre, nous retournons en Suisse, à Zurich cette fois-ci. En 2010, une étrange épidémie touche les iPhones et conduit à leur destruction. C'est ici, au siège d'une grande compagnie d'assurance, qu'on a clairement identifié le phénomène. Le phénomène est le suivant. En général, nous traitons chaque année 2 ou 3 000 dossiers pour des GSM volés ou abîmés. Mais quand l'iPhone 4 est sorti en 2010, on s'est retrouvé en un mois avec une augmentation de 20% du nombre de dossiers. Il y avait 4 à 5 fois plus d'iPhone cassés ou volés que d'habitude, et c'était beaucoup trop pour croire à un hasard. Quelles histoires il vous présente, quelles histoires il vous raconte pour expliquer que leur iPhone est ou volé ou cassé? Chacun a son histoire, mais ils veulent tous récupérer de l'argent pour acheter le nouveau modèle. Ils disent qu'ils ont mis leur iPhone dans leur sac de sport et qu'on leur a volé, d'autres qu'il est tombé dans l'eau. Il y a 1000 histoires différentes. Pourquoi les fans d'iPhone détruisent-ils leur objet préféré? Qu'est-ce qui pousse un consommateur à tuer lui-même ce qu'il a acheté plus de 600 €? La réponse est simple, Apple dispose d'une force de persuasion unique au monde. Avant que l'innovation soit connue, il va y avoir un très grand secret par rapport, je dirais, au type d'innovation qui aura lieu, exactement le lancement. Et donc, il y a un culte du secret qui fait que tous les internautes, tous les amateurs de la marque vont commencer à parler de la marque. Il va y avoir un buzz très important autour de la marque. Et ça, c'est de la publicité gratuite. Ils n'ont même pas besoin de faire, je dirais, d'énormes publicités parce que les internautes vont faire la publicité pour eux. On sait que Apple, finalement, dépense moins de 1% de son chiffre d'affaires en publicité, ce qui est très bas. La publicité est faite par les utilisateurs, les fans de la marque. Ces files devant les magasins résument la technique d'Apple. Il parvient à rendre démodés ses propres produits à un rythme fou, parfois un an seulement après leur sortie. Les fans sont ensuite prêts à tout pour se procurer le nouveau. Une technique que l'on retrouve normalement dans la vente des vêtements. C'est vraiment, effectivement, l'utilisation de la mode dans d'autres domaines de la consommation que l'habillement. Alors, on peut parler d'obsolescence psychologique dans ces cas où un appareil fonctionne toujours, mais il n'est plus désirable. Le consommateur n'a plus envie de l'avoir, il a envie d'avoir le suivant, donc cet appareil, il est mort, même s'il fonctionne encore. Comment cela se passe-t-il dans la tête des acheteurs? Un dessin animé nous permet d'y entrer. Franck est plus qu'heureux. Son cadeau d'anniversaire a fait de lui un homme comblé. Franck est évidemment très fier de son nouveau GSM, mais son bonheur va disparaître rapidement. Franck ne résiste pas. Fini les vieilleries dépassées, il va devenir branché. Mais tout a une fin, surtout quand on voit la réussite de certains autres. Franck décide donc de tout faire pour devenir un gagnant. Mais Franck aime aussi plaire. Il va tout faire également pour devenir sexy. À la fin, Franck a l'air heureux, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a gagné. En revanche, pour d'autres, c'est plus clair. On peut reprocher facilement à un fabricant de mettre en panne un appareil au bout de 2 ans. C'est plus difficile de lui reprocher de nous proposer des appareils de plus en plus puissants, de plus en plus innovants, de plus en plus séduisants. Donc c'est beaucoup plus subtil. En attendant, le succès d'Apple est énorme. En 2 chiffres, on comprend tout. Quand on regarde l'iPhone, c'est extraordinaire. Ils ont 9% de part de marché de tous les portables. Et en fait, ils génèrent 75% du profit de tous les portables, de toute la catégorie des portables. Donc en fait, c'est tout à fait extraordinaire. Chez les assureurs suisses, on n'a pas envie de contribuer aux bénéfices plantureux d'Apple. La vague de destruction d'iPhone de 2010 leur a coûté 300 000 €. À l'avenir, on va donc prendre les fraudeurs à leur propre jeu.
Nous avons demandé à nos collaborateurs d'examiner les plaintes de très près. Et en définitive, ce qu'on prend comme mesure, c'est de remplacer un iPhone 3 par un iPhone 3 et pas par le dernier modèle d'iPhone, pour éviter de rendre cette façon de faire trop attractive. Nous contacterons Apple pour discuter de l'autodestruction de leurs iPhones. Nous n'aurons pas d'interview. La méthode d'Apple est efficace, mais n'a rien d'illégal. D'autres fabricants, en revanche, utilisent des méthodes beaucoup plus limites pour nous empêcher d'utiliser leurs produits jusqu'au bout de leur vie normale. Certains frisent carrément l'illégalité. Pour faire le point sur ces questions, nous nous intéressons à d'autres objets de la vie quotidienne. Une imprimante et ses cartouches. Nous récupérons une série de cartouches d'imprimantes laser utilisées à la RTBF et nous nous rendons chez Ecotop, une entreprise spécialisée dans le recyclage des cartouches d'encre. Bonjour, c'est pour le test. Oui. À chaque fois qu'elle reçoit des cartouches d'encre à recycler, cette jeune femme effectue toujours les mêmes opérations. Elle nettoie les réservoirs des derniers résidus d'encre avant de les remplir à nouveau. Cette cartouche a été longuement utilisée, elle est donc censée être vide. Et pourtant, il faudra de longues secondes pour sortir l'encre qu'elle contient encore. C'est courant qu'il reste autant d'encre dans une cartouche? Oui, c'est régulièrement... Je vais même dire que c'est même très rare que la cartouche soit complètement finie, quoi. Et ça peut aller jusqu'à quelle quantité restante? On a déjà eu 50%, voire même plus, mais bon, 50% c'est déjà bien, quoi. Normalement, c'est une puce fixée sur la cartouche qui analyse le niveau d'encre. Elle prévient l'utilisateur lorsqu'elle est vide et l'imprimante demande une nouvelle recharge. Ton air low, replace ton air. Donc l'imprimante me demande de remplacer la cartouche. Mais alors pourquoi reste-t-il autant d'encre dans cette cartouche? La puce est utilisée pour donner l'illusion d'être un indicateur comme une jauge à essence. Mais elle n'est pas du tout reliée avec le réservoir d'encre. Donc autrement dit, elle peut indiquer qu'une cartouche est vide alors qu'elle ne l'est pas du tout. Absolument, absolument, oui. Je pense que c'est une pratique, une démarche marketing pour s'assurer qu'une imprimante d'un certain modèle consommera sur sa durée de vie un nombre de cartouches programmé. Autrement dit, vous n'avez pas le choix, c'est le fabricant qui vous impose le rythme auquel vous devrez acheter vos cartouches. Et ce sera toujours plus rapide que tout ce que vous avez imaginé. Le même phénomène touche les imprimantes des particuliers, mais d'une autre manière. Ces feuilles récemment imprimées portent le logo d'une marque connue. Étrangement, on voit apparaître de la couleur bleue sous le noir. L'imprimante a d'abord imprimé le logo et le texte en bleu, puis a passé une couche d'encre noire par-dessus. Quand on imprime en noir, il y a néanmoins une consommation de couleur en dessous du noir. Donc on consomme de la couleur en imprimant du noir. Donc quand on imprime en noir, on utilise des cartouches couleur. Tout à fait. Nous cherchons des confirmations sur le site internet de la marque. L'utilisation des cartouches couleur lorsque l'on imprime seulement en noir y est confirmée. De l'encre de couleur peut être utilisée lors de l'impression de texte en noir et blanc. Mais on précise que l'on peut configurer son imprimante pour qu'elle n'utilise que la cartouche noire. Les utilisateurs qui souhaitent n'utiliser que l'encre noire trouveront cette option sur de nombreuses imprimantes HP. Le seul problème, c'est que bien des gens l'ignorent. Nous aurions voulu demander à HP pourquoi l'utilisation de la cartouche noire seule n'est pas automatique. Ils refuseront toute interview. Est-ce qu'il est possible à l'œil nu de faire la différence entre un noir entre guillemets pur et un noir où on aurait injecté un peu de couleur? Non. À notre connaissance, non. Mais nos découvertes ne s'arrêtent pas là. Nous ouvrons 2 cartouches pour imprimantes âgées d'encre couleur, comme on en trouve chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Celle de gauche a été mise sur le marché il y a plusieurs années, celle de droite est plus récente. Une évidence nous saute aux yeux, les réservoirs d'encre ont diminué de moitié. Autrement dit, un consommateur ne peut pas se rendre compte de ça quand il achète la cartouche dans un rayon de magasin. Absolument pas. Non, pour lui la cartouche d'un tel volume, elle doit être remplie au niveau d'un... Ce moment-là, évidemment, le fabricant se défend en expliquant que la cartouche contient moins d'encre, mais qu'elle est moins chère. Cette affirmation est vraie, mais ne résiste pas aux mathématiques. Un petit calcul s'impose. La cartouche de gauche, vendue depuis des années, contient 17 millilitres et est vendue sur Internet 29,10 €.
La cartouche de droite, vendue depuis moins longtemps, contient 4 ml d'encre et est vendue 15,51 €. Vous payez donc 1,7 € le millilitre avec l'ancienne cartouche et vous payez 3,8 € avec la nouvelle cartouche. L'encre est en fait 2 fois plus chère aujourd'hui. Et à ce tarif-là, une bouteille d'encre d'1 litre vous est vendue à près de 4 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous sortez d'une grande surface et que vous avez acheté une petite cartouche d'encre pour votre imprimante, vous venez de la payer plus cher que le caviar? Vu ces chiffres, on comprend que les réserves d'encre des grandes compagnies sont de véritables salles au trésor. En fait, le marché des cartouches en Europe représente près de 4 milliards d'euros. Les grandes marques font donc tout pour défendre leur marché. Elles veulent tuer la concurrence. Et pour y arriver, elles n'hésitent pas à prendre carrément le contrôle de votre imprimante. Nous sommes à la commune d'Anderlecht. Depuis plusieurs années, les imprimantes de tous ces bureaux fonctionnent avec des cartouches recyclées. Elles sont moins chères et ont l'avantage de préserver l'environnement. Quelle est l'importance du marché de ces cartouches? C'est quelle somme d'argent chaque année à peu près? Mais pour 2012, on estime 30 000 €, TVA comprise, pour les cartouches recyclées. C'est quand même une belle somme. Ah oui, mais bon, on est une grande commune, beaucoup de guichets, beaucoup de papier, oui. C'est ici que nous avons entendu parler pour la première fois de la prise de contrôle des imprimantes par les grandes marques. Régulièrement, elles envoient des techniciens pour entretenir ces imprimantes. Depuis quelque temps, ils en profitent pour installer un programme qui limite le choix des cartouches que l'on peut utiliser. Les cartouches Lexmark, entre autres, il y a un microprogramme dedans et qui fait qu'ils n'acceptent plus les cartouches recyclées. Et donc on doit être fort attentif quand il y a un technicien de cette firme-là qui vient pour une réparation, qu'on lui fait signer un papier pour dire qu'il ne peut pas changer le microprogramme et pour qu'on puisse continuer à imprimer avec ces cartouches recyclées. Grâce à ce programme, l'imprimante analyse l'origine des cartouches. Si c'est un produit blanc ou une cartouche recyclée, elle se bloque, tout simplement. Seules les cartouches de la marque d'origine, plus chères, fonctionnent encore. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Hein, on aimerait, on est quand même, qu'on soit un service public ou qu'on soit, même comme personne privée, on trouve qu'on peut choisir ce qu'on veut, hein, et qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait nous être imposé. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. À Anderlecht, les imprimantes sont des Lexmark. Nous avons demandé une interview à cette société et comme d'habitude, nous n'en aurons pas. Ces grandes sociétés multinationales n'hésitent donc pas à prendre le contrôle de votre imprimante pour imposer leurs cartouches plus chères. Pour cet homme de loi, ce type de pratique est illégal. Donc le fait de bloquer un appareil parce qu'on n'utilise pas une cartouche originale constitue selon moi une pratique qui peut être considérée comme étant agressive au sens de la loi. Vous êtes propriétaire de votre ordinateur, de votre équipement, personne n'a le droit d'y insérer un programme qui le bloque. Ça me paraît tout à fait clair. Donc c'est la loi sur la protection des consommateurs, c'est la protection contre les pratiques commerciales déloyales. C'est considéré comme étant déloyal. Nous sommes dans une entreprise de recyclage de la région de Charleroi. Ce tas de déchets est constitué de 200 tonnes d'aspirateurs, d'imprimantes et autres fours à micro-ondes en fin de vie. Leur durée de vie de plus en plus courte le pousse toujours plus haut, toujours plus vite. Jusqu'à quelle hauteur la mort prématurée des objets poussera ces tas de déchets? Les consommateurs accepteront-ils toujours de dépenser leur argent pour remplacer des appareils qui auraient pu vivre bien plus longtemps? À ces questions-là, nous n'avons pas trouvé de réponse.